De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de venir pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Madame Karedas Moulamba, avec qui nous avons échangé sur la contribution des acteurs autochtones dans la question de l'entrepreneuriat permettant de créer la richesse. Mais ces personnes, ces entrepreneurs locaux sont laissés à leur propre sort et n'ont pas le soutien de l'État. Et elle a fait ses recommandations. Et pour ce nouveau numéro, nous revenons avec un nouveau participant, le professeur Symphorien Kassindi Yimba, avec qui nous allons échanger ce soir. Professeur, nous vous saluons. Merci. Professeur, vous êtes enseignant à l'université, vous êtes professeur dans plusieurs universités, on peut dire ça? Oui, par manque du temps, parce que je suis et dans l'administration et dans l'enseignement, je suis attaché plus à mon université pédagogique nationale. C'est là où je suis vraiment le professeur à temps plein. L'UPEN en sigle. L'UPEN. Professeur, vous êtes auteur d'un nouveau livre que vous venez de pondre sur la place scientifique, Théorie et société des organisations. Pourquoi cette appellation? Théorie et sociologie des organisations. Pourquoi cette appellation? D'abord, c'est l'appellation de la discipline. La discipline elle-même s'appelle sociologie des organisations, théorie, on peut aussi l'appeler théorie des organisations, psychosociologie des organisations ou science des organisations. Voilà l'appellation ou les appellations que vous pouvez appeler cette discipline. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le professeur Symphorien Kassindi Yimba. C'est pour moi un grand honneur, c'est pour la première fois que j'ai sur ce plateau un homonyme qui porte le nom aussi de Symphorien. Très chers téléspectateurs, nous allons nous appesantir ce soir sur la pensée organisationnelle d'une société, parce que tout est organisation. Que vous puissiez passer, lutter contre la corruption, Kinshasa Bopeto, la gratuité de l'enseignement, tout ce que vous voulez, ça s'organise, n'est-ce pas, cher professeur? Et c'est la raison pour laquelle nous nous posons cette question. Sur le plan sociologique, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par organisation? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le mot organisation, professeur? Vous savez, monsieur le journaliste, vous dites sur le plan sociologique, parce que les organisations ne se créent pas d'elles-mêmes. Les organisations sont créées par les hommes. Et pour pouvoir atteindre les objectifs de sa création, ce sont les hommes qui doivent piloter ces organisations-là. Et quand les hommes se rencontrent pour atteindre un certain objectif, il y a déjà des faits sociaux qui doivent poser. Et par conséquent, le mot sociologie intervient directement parce qu'il y a des faits sociaux qui sont en train d'être posés. Et ça concerne plus la société. Et l'objectif que s'est fixé par l'organisation, c'est pour satisfaire les besoins de la société. Et de là nous vient de manière implicite la question, pourquoi l'homme s'attache à l'organisation? Même dans un désordre, il y a l'organisation. Mais de toutes les façons, j'ai dit tout simplement que l'homme ne peut que s'attacher à des organisations. Parce que toute la vie est organisation. Sans organisation, il n'y a pas la vie. Vous savez, quand un homme est né, un enfant est né, il est né dans des organisations de la santé. Sans ces organisations de la santé, on allait connaître beaucoup de problèmes maternels. Tout à fait. Et dès que cet enfant grandit à 6 ans, 5 ans, vous devez l'amener où? Dans les organisations éducatives. Oui, oui. Dès que l'enfant termine l'organisation éducative, vous devez souhaiter qu'il aille travailler quelque part. Et organisation professionnelle. Il entre dans les organisations professionnelles. Et
quand il est dans les organisations professionnelles, quel sera son objectif? L'objectif, c'est la satisfaction. Les organisations professionnelles doivent lui donner maintenant une rémunération qui doit lui permettre de satisfaire ses besoins. Et les besoins à satisfaire viendront, les produits de satisfaction des besoins viendront dans les autres organisations. Il sera client de ces organisations-là. Donc, toute la vie est organisation. Pouvons-nous dire, professeur, qu'une organisation est un ensemble de normes à suivre, des règles à suivre? Bien sûr, si vous créez une organisation, vous fixez les objectifs. Vous ne pouvez pas manquer certaines règles à suivre pour pouvoir créer une discipline dans cette organisation. Sans discipline, on ne peut pas atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Si vous nous prenez de cours, très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Data Market diffusé sur Kin 24 Télévision et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, nous suivre aussi sur Facebook et Messenger. Nous recevons pour vous le professeur Symphorien Kassindi Yimba. Avec lui, nous sommes en train de parler de la problématique sur les organisations. Il vient de pondre sur la place scientifique son ouvrage que je vous recommande, Théorie et sociologie des organisations. Vous êtes en train de comprendre que le professeur nous explique que sans organisation, nous n'existons pas. Il a si bien dit, il a donné la plus belle des exemples. Lorsqu'un enfant naît, l'enfant vient déjà dans une organisation qui est celle de la santé. Et l'enfant évolue, il va aller dans une organisation qui est la famille. Et cette organisation va le préparer à aller dans une autre organisation qui est l'organisation scolaire. Et cette organisation scolaire, lorsqu'il termine son cursus, il atteindra l'organisation professionnelle. Et le professeur va encore plus loin de sa rémunération. Il devra combler des besoins. Et ces besoins sont satisfaits grâce à des organisations. Nous pensons que nous sommes sur la même longueur d'onde, professeur. Bien sûr. Pouvons-nous convenir que le développement, le succès est tributaire de l'organisation qu'on s'impose? Bien sûr. Sans l'organisation, il est difficile d'atteindre un succès quelconque. Donc, il faut avoir un bon esprit de l'organisation pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Professeur, en lisant votre ouvrage est scindé en 3 grandes parties. Et pourquoi vous avez scindé votre ouvrage en 3 grandes parties? Qu'est-ce que nous retrouvons dans chaque partie? J'ai voulu subdiviser l'ouvrage en 3 grandes parties. Pourquoi? C'est pour permettre aux lecteurs, soit qui n'ont pas la maîtrise de la science des organisations, de mieux comprendre qu'est-ce que l'organisation. Dans la première partie, par exemple, j'ai défini l'organisation dans tous les sens. Le sens fonctionnel, le sens sociologique et le sens systémique de l'organisation. Et tout ça, c'est pour permettre de développer les définitions ou les explications de l'organisation afin que le lecteur puisse bien assimiler cette discipline. Le deuxième chapitre a concerné plus le changement organisationnel. Vous êtes sans oublier que le monde dans lequel nous vivons évolue. Hier, on avait un tel système. Aujourd'hui, nous avons un nouveau système. Et les organisations, comme les êtres humains, évoluent aussi. Et doivent arriver à un changement. Mais attention, quand les gens ont déjà la routine dans les organisations, ils oublient, ils constituent ce que nous devons appeler une résistance au changement. Pourquoi? Parce que dans le cadre du changement organisationnel, ça peut les créer, soit on peut trouver soit le fruit
de changement des habitudes qu'ils avaient. Or, et c'est ce qui peut faire qu'il y ait une résistance. Parce que l'homme a peur du changement. Donc, nous quittons du connu pour aller vers l'inconnu. Et avec l'inconnu, l'homme a toujours peur et il cherche toujours à se rétracter. Or, dans cet ouvrage, j'ai donné d'abord les raisons qui font qu'il y ait une résistance au changement et comment on peut pallier à cette résistance pour que le changement puisse réussir. Une entreprise ou une organisation qui n'évolue pas avec le moment, c'est qui ne s'adapte pas, c'est une organisation qui ne peut pas prospérer. Elle est même vouée à l'échec. Bien sûr. Et quand elle est vouée à l'échec, ça ne peut plus se pérenniser, ça peut disparaître. Docteur, nous... Et le troisième chapitre, je parlais maintenant de la méthode scientifique qu'on peut utiliser si on cherche à analyser les organisations. Ça, c'est ce qui a concerné la première partie. Tandis que la deuxième partie, comme vous m'avez demandé pourquoi je l'ai subdivisé ainsi, c'est pour permettre la meilleure compréhension possible de cette discipline dans laquelle j'ai l'habitude de nager. La deuxième partie, je voulais maintenant expliquer qu'est-ce qu'on attend par sociologie des organisations, l'objet de la discipline sociologie des organisations, les disciplines voisines et l'évolution historique de la discipline. Tout à fait. Alors, et là, j'ai aussi parlé des auteurs anciens qui ont commencé à théoriser sur l'organisation. Et là, vous comprendrez qu'il y a quand même un enchaînement qui est logique. Et avec le développement, les théories qui ont été inventées ou qui ont été créées dans le cadre organisationnel, nous les appelons anciennes, c'est par rapport aux époques. Mais il y a eu aussi, il y a maintenant des nouvelles théories qui apparaissent. Hier, on n'avait pas le problème des réseaux. Les réseaux sociaux dont vous voyez ici. Oui, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ont commencé vraiment avec vigueur dans les années 2000 ici. Tout à fait. Alors, ça devient... Les réseaux sociaux deviennent un élément important dans les organisations. Et un élément important aussi qui peut soit vous hisser des lois, soit vous rabaisser. Et vous devez étudier dans les organisations comment les réseaux sociaux fonctionnent. Oui, oui. C'est un phénomène, et maintenant c'est une théorie organisationnelle. Et ça se trouve dans l'ouvrage parmi les nouvelles. C'est une nouvelle théorie sociologique des organisations. Je parlais par exemple des théories d'encastrement. Je parlais de la théorie des agences. Ce que vous appelez très souvent ici, les entreprises commencent à utiliser maintenant d'autres sociétés de sous-traitance où une entreprise se confie par exemple à une tâche bien déterminée et cède d'autres tâches à d'autres entreprises qui les font à son nom. La sous-traitance. La sous-traitance. Faire le travail pour l'autre. Voilà, par exemple. C'est développé, c'est dans le cadre des théories économiques des organisations. Voilà. Je parlais, bon, donc, voilà, donc le livre a développé quand même plusieurs théories. Et pour chuter, parce que nous ne sommes pas là pour étudier seulement les théories européennes, américaines, j'ai développé aussi les recherches de quelques Congolais qui ont terrorisé sur les organisations. Et entre autres, j'ai parlé des recherches du professeur Kwimi Akol, tout à fait, de la théorie X et Y de Douglas MacGregor, et la théorie de votre serviteur, qui est la théorie de la dynamique, de la flexibilité et de la concomitance des besoins dans le pentagone des besoins qui remplace la pyramide des besoins de Maslow dans le contexte sociologique, parce que cette pyramide a été conçue
dans le contexte psychologique. Nous rendons hommage au docteur Muyembe dans sa quête de lutte contre Ebola. Nous avons aussi rendre hommage au professeur comme Symphorien Kassindi Yimba, parce qu'il est aussi Muyembe dans son domaine. Et nous rendons hommage aussi à tout le corps professoral qui œuvre dans la recherche malgré les moyens difficiles, limités, mais ils prennent leur temps pour pondre des ouvrages et faire avancer la communauté scientifique congolaise, faire avancer le corps professoral congolais et faire avancer l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Quoique ceux qui disent ou qui ont une langue négative pour dire que les professeurs ici ne donnent pas des ouvrages, ne créent pas des ouvrages, ne produisent pas scientifiquement, mais là, avec le professeur Symphorien Kassindi Yimba, nous avons le contraire. Professeur, nous sommes vraiment très heureux parce qu'à la fois, vous êtes enseignant et praticien dans le domaine. Nous allons y aller petit à petit. Dans le domaine de l'enseignement, vous remarquerez, vous avez des étudiants, ils terminent des études, mais ils ne savent pas trouver de l'emploi. Parce que ils se disent, ils ne sont pas dans un cadre leur permettant d'être vendables ou achetables sur les marchés de l'emploi. Est-ce que dans le secteur de l'enseignement aussi, quand un étudiant est en train d'être formé, il y a aussi un problème organisationnel dans le choix de sa filière et dans le marché de l'emploi pour être employable, professeur? Parce que vous enseignez des étudiants pour être employables sur un marché de l'emploi. Aujourd'hui, les universités sont en train de déverser sur les marchés de l'emploi des étudiants, des futurs déjà cadres. Formés, oui. Maintenant, comment ces étudiants doivent avoir une pensée organisationnelle le permettant de choisir des filières qui leur permettent d'être employables ou de choisir un moyen pour être vendable sur le marché de l'emploi? Parce que tout est organisation. Vous avez des restaurants, vous avez de l'entrepreneuriat aussi qui bat son plein, mais beaucoup d'étudiants, tu rencontres, mais tu as fini, mais tu n'as pas d'emploi. Or, ici, le professeur est en train de dire, c'est un problème d'organisation, un problème de pensée. Par exemple, dans notre filière de sciences politiques et administratives, Tout à fait. qu'on appelle esprit d'entreprise. Tout à fait. Et un cours d'entrepreneuriat. Bon, ce qui est vrai est que nous sommes encore trop constipés pour ne pas développer beaucoup d'autres options. Mais celui qui suit attentivement les cours de théorie des organisations, les cours de management, j'estime pour ma part, ne peut pas être un commandeur d'emploi, mais peut-être un créateur D'emploi, oui, oui. Vous savez qu'il faut sortir, on peut toujours commencer à zéro pour bâtir un monument. Tout à fait. L'essentiel, c'est d'utiliser l'esprit. Ce qui est vrai que, et je confirme que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises marchandes ici. L'unique employeur, c'est l'État. C'est l'État. Or, j'ai relevé une partie dans votre livre où vous incitez aux lecteurs, aux personnes, d'avoir une pensée organisationnelle. Voilà. C'est là où ça m'a attiré pour comprendre que... C'est là où j'ai dit, l'unique employeur, c'est l'État. Si l'État n'engage pas, on ne peut pas aller travailler ailleurs. Et par conséquent, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut bien s'organiser, avoir un esprit entrepreneurial, en commençant de zéro. Tu ne peux pas manquer quand même à acheter une machette, par exemple. Vous cherchez une machette, si vous n'avez pas de moyens, vous allez, même dans la forêt ici, couper quelques arbres et vous les brûlez, vous avez des braises. Tout à fait. Avec ces braises, vous pouvez commencer à vendre un premier lot, deuxième lot, tu vas te constituer un petit capital. Dès que vous en avez, utilisez encore la réflexion autrement pour pouvoir voir qu'est-ce que tu peux faire encore comme activité à partir du capital, le peu de capital que tu as déjà eu. Et tu peux en développer
autre chose. Tout ça dépend de l'organisation. Où est-ce que tu veux aller, d'où tu viens et d'où est-ce que tu veux aller. Avoir une direction et une vision. Je pense qu'on peut atteindre et dépasser le problème d'aller commander de l'emploi. Aujourd'hui, ce qui est vrai, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Et les gens que nous formons n'ont pas d'emploi, n'ont pas où aller. D'où il faut avoir l'esprit entrepreneurial pour travailler pour soi-même et s'auto-créer. Vous avez remarqué qu'avec le professeur Symphorien, nous sommes en train d'avancer dans une démarche pédagogique. Et cette démarche pédagogique sous-tend le comportemental. Le changement doit être voulu par son comportement et provoquer une certaine organisation choisie. C'est la raison pour laquelle, professeur, je vais m'appesantir aussi sur le comportemental. Vous avez dit dans vos propos, deux fois l'homme a peur du changement, parce que l'organisation voulue entraîne un changement. Est-ce que le comportement nous a menés à nous résilier, à pouvoir changer? J'ai pris un cap qui ne m'amenait pas vers mon mieux-être, vers le développement. J'ai pris un cap qui me freinait. Donc, l'organisation aussi est fonction du comportement à choisir ou à adopter. Bien sûr, si vous n'avez pas un comportement qui vise à ce que vous puissiez vous diriger vers une direction bien précise, vous risquerez d'échouer. Alors, et cette discipline, par exemple, a comme objectif de voir les gens qui viennent dans des milieux différents, avec des comportements différents, n'est-ce pas? Comment créer la cohésion, une cohésion qui est collective, pour que les comportements individuels puissent devenir des comportements communs pour atteindre les objectifs de l'organisation qu'il s'est fixée. Vous comprenez? Et c'est ça l'objet de la discipline de théorie et sociologie des organisations. Alors, si vous vous fixez déjà un objectif pour l'organisation, il y a tout un tas de théories maintenant que vous pouvez essayer de manager afin que vous puissiez arriver à l'objectif souhaité et créer la cohésion sociale de l'ensemble de tous les pairs, le personnel, qui doivent aller vers les objectifs de l'entreprise ou de l'organisation. L'objectif de l'entreprise est celle de maximiser les recettes, minimiser les coûts, mais nous avons remarqué dans notre comportement commun que c'est plus l'étranger qui est à sensé. Donc vous avez une entreprise congolaise, mais vous ne voulez pas travailler pour celui qui est votre frère, mais vous voulez soutenir l'entreprise étrangère, même si nous ne sommes pas contre. Est-ce que c'est un problème de comportement qui nous appelle à changer notre manière d'être? Est-ce que le comportement acquiert la confiance? Dans l'organisation, on doit se doter aussi de la confiance pour vivre en société. L'organisation, ici, nous les prenons dans une connotation générale. Tout à fait. Que ce soit l'organisation marchande ou non marchande. Je prends par exemple l'Église. Tout à fait. C'est une organisation. Tout à fait. Mais qui n'a pas un objectif de faire les bénéfices. Tout à fait. Mais c'est pour attirer les âmes vers les royaumes des cieux. Tout à fait. Tu comprends? Très très bien. C'est un objectif. C'est ça l'objectif de cette organisation. Tout à fait. Alors, il y a d'autres organisations. Par exemple, les administrations publiques ne visent pas qu'ils réalisent ou qu'elles réalisent les bénéfices, mais visent leur efficacité. Là, ce sont les organisations marchandes qui visent l'objectif de maximiser les bénéfices. Qu'à cela ne tienne, tu as dit, on veut que
Il y a une entreprise congolaise, mais on soutient plus les étrangers. Déjà, mais qui soutient? La population, voire même... Non. La population devient maintenant ce que nous devons appeler l'environnement organisationnel. Tout à fait, très bien. Il ne participe plus à l'environnement. Il n'est pas dans l'organisation, mais il constitue l'environnement de l'organisation. Donc l'écosystème. Alors, dans ce cas-là, vous devez maintenant vous interroger. Pourquoi on veut seulement les histoires? Les gens qui sont dans l'organisation doivent s'interroger pour dire pourquoi on veut seulement les histoires de telle entreprise de blancs par rapport à nous. Vous devez vous interroger, est-ce que, du point de vue qualité de nos produits, c'est comment? Tu comprends? Ou du point de vue prix. Or, comme l'homme, l'humain, doit chercher là où il y a aussi, cherche toujours à maximiser aussi quelque chose. Il doit dire que là, ça coûte autant par rapport à là, il peut souhaiter aller là-bas. Ou bien, là, ça peut être un prix trop élevé, mais du point de vue qualité, la qualité est meilleure par rapport à quelque chose qui coûte moins cher, dont la qualité est nulle. Très chers téléspectateurs de partout où vous trouvez, si vous avez un bloc-notes, un stylo, prenez-le pour noter, parce que ça, c'est presque un cours dans un auditoire que vous avez du prof Symphorien Kassindi Yimba avec plaisir. Professeur, la RDC a beaucoup de défis hein, à relever, à commencer le changement de mentalité, abandonner les mots qui gangrènent la société, tels que la corruption, le détournement, trafic d'influence, l'opportunisme et tant d'autres mots. Comment nous réorganiser pour changer l'homme et la femme congolaise à la lumière de votre approche théorique et sociologique des organisations? Tout ce que tu as cité là-bas, ce sont les effets négatifs de l'homme ou de l'acteur, en tant que l'homme, en tant qu'acteur, pour l'avancement de l'organisation. Tout à fait. Or, nous devons chercher à organiser, à aller de l'avant pour pérenniser les objectifs de l'organisation. C'est ce qui fait que moi j'ai dit, comment faire pour éviter tout ça? Mais à partir de l'école classique, qui est l'école fondatrice de la sociologie des organisations, il y a Max Weber, qui est le père de l'organisation bureaucratique du travail. Max Weber avait dit que toute organisation doit fixer ses règles. Et les règles sont là pour dire que ça crée directement la discipline, parce que celui qui va à l'encontre des règles fixées d'avance, tout à fait, doit être viré. Donc il va à l'encontre des intérêts de l'organisation. Il a voulu aller dans ses intérêts individuels au lieu d'aller dans les intérêts collectifs. Bien sûr, depuis 1900, les premiers sociologues des organisations avaient déjà prévu les déviations dans le cadre organisation. Celui qui dévie, c'est un homme à virer. Il ne veut pas la pérennisation de l'organisation. Et vous devez le prendre même dans le cadre global, dans le cadre d'une nation. Quelqu'un qui touche. Donc, il ne veut pas. La nation, donc le pays, c'est une organisation. Tu comprends? Tout à fait. Alors, c'est lui qui détourne pour son cadre individuel, au détriment des autres. N'est-ce pas? Il faut prendre des sanctions. Max Weber avait déjà prévenu ça. Je pense que tout à fait. J'étais quand même répondu. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le professeur Symphorien Kassindi Yimba. Avec lui, nous sommes en train d'échanger sur ce plateau. Professeur, est-ce qu'on peut parler d'une organisation sans vision leadership, sans leadership? Est-ce qu'il y a un lien? Bon. Le leadership, un leader, c'est quelqu'un qui est devant. Bien
Bien sûr. Il est difficile de parler de l'organisation sans un leader, un leadership. Parce que quand vous devez parler de l'organisation, il faut d'abord qu'il y ait une conception. De dire, je voulais avoir une organisation. Vous commencez d'abord à la conception. Et puis, vous devez passer à l'action. Dès que vous passez à l'action, vous devez vous fixer un objet. L'objectif. L'objectif. Et quelqu'un qui a un leader, c'est quelqu'un qui a la vision de pousser les autres pour aller vers les objectifs de l'organisation. C'est ce qu'on doit appeler leader. Il est devant avec ses idées, sa vision que l'ensemble de tous les personnels doit atteindre. Est-ce que l'on peut Et aussi... tout le monde les suit sans beaucoup de problèmes, sans beaucoup de... Il ne faut pas, sans beaucoup de chercher à forcer. Tout le monde doit aller parce qu'il est modèle. Donc, professeur, implicitement, nous pouvons aussi le dire que la réussite ou l'avancement d'une organisation est problème d'un certain leadership quelque part. Bien sûr, car il y a une expression qui dit que le poisson commence toujours à pourrir par la tête. Si la tête n'est pas bonne, le reste du corps va pourrir. C'est le leader qui doit être un modèle, qui doit être un exemple à suivre. Maintenant, comment se choisir un bon leader pour une organisation? Il faut distinguer un leader et un manager. Un leader, c'est un symbole. C'est quelqu'un qui est là où tout le monde cherche à imiter, à suivre. Un manager, il est là seulement pour diriger. Mais on peut être manager sans toutefois être leader. Donc, à partir de votre propre comportement personnel, tu peux être un leader où tout le monde cherche, te fait confiance. Et en te faisant confiance, on doit vous suivre dans les idées, dans la vision que vous vous êtes fixé, et vous serez appelé leader. Sans beaucoup d'efforts, tout le monde te suit. Professeur, aujourd'hui les décideurs, parce qu'on doit le dire la vérité avec beaucoup d'humilité et de simplicité, c'est la politique qui gère tout. C'est le leader politique qui donne sa vision pour une société. Pour nous, les sociétés modernes, que vous avez la France aujourd'hui, avec les contestations des Gilets jaunes, avec le président Macron, que vous ayez le Brexit aujourd'hui en Angleterre, qui a vraiment posé problème, surtout pour Theresa May, mais qui en a souffert. Aujourd'hui, vous avez le cas du coronavirus qui change même le comportement dans la société, partout dans le monde, qui touche même l'économie. Quelle est la place du leader, du décideur politique dans l'avancement des organisations qui sont les États? Parce qu'aujourd'hui, sans décideur politique, il n'y a pas de vision, parce que ce n'est pas la société civile qui va se placer à la tête de l'État, ainsi de suite. Nous sommes d'abord dans les organisations. Tout à fait, tout à fait. Pour que ça puisse bien s'exprimer, doit s'adapter à un environnement. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui, oui. Et cet environnement peut être un environnement politique. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors, vous parlez maintenant de l'environnement politique sur les organisations. Tout à fait. Ah oui. Si l'environnement ne permet pas à l'évolution des organisations, ça peut arriver. Mais je pense que la politique doit permettre l'accroissement de ses propres organisations. Parce que ça l'aide dans beaucoup de choses. Par exemple, dans le cadre de résorber les chômages qui peut les troubler. Alors, ils doivent avoir la vision d'accompagner les organisations à atteindre leurs objectifs, par exemple, en créant de bonnes infrastructures de base. Parmi ces infrastructures, ils doivent créer de bonnes routes, une bonne électricité, de l'eau, etc., etc. Ça permettra quand même aux organisations de bien s'épanouir et bien se développer. Alors, et c'est ça la vision de l'homme politique. Et c'est ça son leadership qu'il doit prendre pour permettre à ce que l'ensemble de tout ce qui est au sein
de son pays puisse s'épanouir, entre autres, les organisations dont nous ne sommes pas en train de parler. Parce que c'est cet environnement politique qui doit leur permettre de bien se développer. Sans l'environnement politique, un bon environnement politique, les entreprises ne peuvent pas évoluer. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le professeur Symphorien Kassindi Yimba. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Professeur, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Les bonnes choses ne durent pas. Mais déjà, quand je préparais mes notes pour cette émission Data Market, je me suis dit, la théorie, on en a. Les cerveaux, on en a. L'approche marchande et non marchande sur la théorie des organisations, nous la maîtrisons. Mais comment expliquer la RDC, scandale géologique, minerais, à peu près 80 millions de terres arables, étendue de eaux de poissons, ainsi de suite. Mais comment relever notre vision globale pour permettre d'avoir un pays développé et émergent en partant de ce que Dieu nous a donné? Est-ce que c'est un problème d'homme? Est-ce que nous sommes incapables? Est-ce que le défi est un défi trop grand à relever? Je suis d'abord très content de voir que tu as relevé que le pays est vaste, le pays... Mais, vous savez, nous venons de le dire. Et tu l'as déjà dit. Tout dépend du leadership et de la vision qu'a d'abord le pouvoir politique. Il y a une expression qui dit que « Fais-moi une bonne politique, je te ferai une bonne économie ». N'est-ce pas vrai? Tout à fait vrai, professeur. Ok. À partir de cette expression, regardez l'évolution historique de notre pays. Notre pays a commencé son calvaire à partir de 1973. Les jours où on a fait ce qu'on doit appeler la politique dite de la zarianisation. Nous étions un pays premier exportateur mondial de huile de palme, si je ne m'abuse pas bien, du café. Donc, tous les produits agricoles. On avait beaucoup de Grecs, tout ça. Avec la zarianisation, on a confié la gestion de toutes ces entreprises dans les mains des politiciens inexpérimentés et qui n'avaient aucune notion de gestion. Toutes ces plantations-là, toutes ces entreprises-là sont tombées à moule. Nous avons perdu l'agriculture. Nous sommes restés avec un seul secteur qui était le secteur des minerais. Il y avait la Gécamine. La Gécamine qui est tombée en faillite et qui permettait quand même à alimenter la caisse de l'État au moins à 70% du budget national, était tombée en faillite vers les années 90. Et avec les turbulences politiques qu'a connu le pays, nous sommes arrivés vers les années 70-74 où il y a eu un nouvel ordre politique mondial et économique, où il y a eu l'effondrement de mur de Berlin. Avec l'effondrement de mur de Berlin, a fait que le capitalisme a triomphé sur le socialisme. Et ce triomphe du capitalisme sur le socialisme a commencé à prêcher un nouvel ordre économique, parmi lesquels le consensus de Washington, qui a donné 10 commandements pour que les pays en voie de développement puissent appliquer si ils veulent être accompagnés par les institutions de Bretton Woods. C'est ce qu'on a appelé programme d'ajustement structurel. Oui. Au vu de ce programme-là, on a demandé qu'on privatise toutes les entreprises. Oui. Nous sommes arrivés dans les années 2000, 2002,
il y a eu un premier code minier qui est sorti. Ce code minier a permis maintenant à donner les concessions minières aux exploitants privés, parce qu'ils l'ont acheté. Nous, nous n'attendrons que les quelques impôts qu'ils peuvent nous payer, mais les produits de ce qu'ils doivent avoir, ça leur appartient. Ce sont des privés. Et ils ne viennent pas ici pour nous regarder dans les beaux-yeux. Tout à fait. C'est pour réaliser les bénéfices. Tout à fait. Ce sont des multinationales. Et voilà, aujourd'hui, l'ensemble de toute la production ne nous appartient pas. Nous nous contentons de P2. Mais ce qui est un peu aberrant est que ces matières-là partent en étant brites et ne paient pas un franc à son exportation. La douane, par exemple, ne bénéficie rien à son exportation parce que l'exportation de ces matières part à 0%. Un manque à gagner. Alors, pour le pays. Personnellement, c'est un manque à gagner parce que la valeur ajoutée est en train de s'effectuer ailleurs. Tout à fait. Il faudrait que la politique puisse raisonner pour cela. Si on transformait ça localement, il n'y avait aucune discussion. On devrait acheter des câbles et ainsi de suite. Tout à fait. Pour pouvoir... Parce qu'il y a une valeur ajoutée qui s'ajoute sur nos produits. Alors, avec ça, mon frère, ça ne peut pas nous produire. D'où il faut réfléchir autrement. Nous attendons la diversification de nos... Parce que cette économie-là, qui dépend de matières premières, est fragile pour des chocs. Un peu de chocs, l'économie part. Donc, les chocs de quoi? Choc extérieur, parce que c'est l'extérieur qui fixe le prix. Tout à fait. Et si les prix baissent, nous nous attendions à tel prix, notre budget connaîtra toujours un déséquilibre. Voilà le grand malheur. D'où il nous faut divertir notre économie. Revenons à notre agriculture et transformons tout localement. Et ce que nous devons demander, comme je vous l'ai dit, le leadership que la politique doit faire, c'est de mettre les bonnes conditions des infrastructures pour permettre que les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries commencent à fonctionner parce qu'aujourd'hui, la Chine est pleine de mini-industries, des micro-industries. Celui qui a le paddy peut commencer à transformer le paddy en riz. Tout à fait. Celui qui a le café peut commencer à transformer son café en poudre du café, oui. Ainsi de suite. Celui qui a les ananas peut commencer à faire des jus d'ananas localement ici. Mais pour le faire, il n'y a pas d'industrialisation sans électricité. Mais comment ça marchait avec les Belges? Mais nous, ça ne marche pas. Parce qu'il y avait ce que j'ai dit. Tout a été, je viens de vous dire que tout était tombé à moule et il n'y a pas eu un leadership qui pouvait encore relancer cela. Et je félicite d'ailleurs les avancées qu'a fait le chef de l'État pour pouvoir aller chercher maintenant les investisseurs parce que nous sommes ici, nous n'avons pas de capitaux. Dans le cadre des capitaux, les capitaux, dans le cadre des investissements, ne peuvent venir que sur le marché financier, pas un marché monétaire et que vos petites banques sont en train de faire ici. Vous prenez aujourd'hui 200 000 $ et ils te disent que vous devez les rembourser dans une année. Non. C'est compliqué. Ça, c'est le marché monétaire. Il faut aller vers le marché financier qui sont des marchés à long terme. Tu comprends? Et là, ça peut créer les investissements directs étrangers. Professeur, nous nous rendons compte que c'est tout ça qui est une problématique d'organisation. Parce que sans organisation, on n'a pas une vision claire de ce que l'on veut faire. Professeur Symphorien Kassindi Yimba, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Data Market? Nous savons encore que vous allez revenir dans nos prochains numéros. Ce qu'il faut retenir est que je sais que la discipline de la science des organisations n'est pas connue par le grand public. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'est-ce qu'une organisation. Et c'est pour cela que j'avais recommandé à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui avait béni l'ouvrage, que ces enseignements soient dispensés dans toutes les facultés
et tous les instituts supérieurs. Pourquoi? Parce que tout le monde, quand il termine les études, il doit toujours aller travailler dans une organisation quelconque, que ce soit politique, que ce soit n'importe où, marchande ou non administrative, et ainsi de suite. Ce sont des organisations. En apprenant cette discipline, les gens peuvent s'en approprier pour pouvoir savoir, pour pouvoir comprendre comment régler les problèmes organisationnels. Comment concilier les uns et les autres pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, parce que si il n'y a pas la conciliation les uns et les autres, il est difficile d'atteindre l'objectif. C'est ce qui fait que ce document qui est devant eux, c'est une manne colère accorde qui est un raisonnement des Congolais qui a été déjà contextualisé conformément et tropicalisé conformément à la réalité congolaise de chez nous et en particulier et de l'Afrique en général. Donc, je demanderai à chacun de nous de s'en approprier et de les lire et les faire lire davantage. Et je vous remercie. Professeur Symphorien Kassindi Yimba, nous vous remercions. Merci aussi. Très chers téléspectateurs, il faut s'organiser pour faire avancer nos organisations. Vous nous avez raté ce lundi à 22 h juste sur Kin 24 Télévision dans votre magazine Data Market. Rattrapez-vous le mardi à 11 h juste sur Kin 24 pour la rediffusion. Et suivez-nous sur toutes nos plateformes internet liées à ce programme. Twitter, Messenger, Facebook, Instagram. Suivez-nous et laissez vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.